Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ya ibadallah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Frères et sœurs, dans la foi, après une année scolaire, l'heure est aux examens officiels. CEP, BPC, probatoire et baccalauréat sont autant d'examens convoités par des milliers de Camerounais. Mais en fait, comment affronter ces moments délicats? Élément de réponse dans cette émission de Victimes de l'Islam. Très chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, bienvenue sur ce plateau de votre rendez-vous islamique sur Canal D International. Comment affronter les examens officiels? Ça sera l'objet de l'entretien de cet autre rendez-vous islamique sur la chaîne Leader. Au-delà de l'entretien, votre émission Victimes de l'Islam, c'est aussi au cœur de la société et la psalmodie du Saint Al-Qur'an al-Karim. Pour commencer, quoi de meilleur que d'écouter, mais surtout de méditer la parole d'Allah, exalté soit-il. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وجب الشكر علينا مدى رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب زدني علما. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, votre fidélité nous honore sur Canal D International. Bienvenue à Yaoundé, la cité capitale du Cameroun. Bienvenue dans l'enceinte de la Madrasa Ali Imran où nous produisons cette émission. Aujourd'hui, actualité oblige, nous parlons des examens officiels. Comment affronter les examens officiels? Pour répondre à cette question ô combien délicate et technique, nous avons avec nous Dr Souleymane Abba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, docteur. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci, docteur Souleymane Abba, de nous faire honneur d'accepter notre invitation. Nous nous sommes déplacés de la ville de Douala pour la cité politique du Cameroun afin d'échanger avec vous. Je dois souligner que vous êtes inspecteur pédagogique national des langues arabes. Vous êtes aussi consultant pédagogique dans plusieurs écoles ici à Yaoundé, à la Madrasa Salsabil, à la Chatibiya, même ici à Ali Imran. Vous accompagnez les enseignants sur le plan pédagogique par rapport à tout ce qui est effectivement enseignement de langue arabe, mais aussi des sciences islamiques. Je dois aussi ajouter que vous donnez un appui pédagogique aux écoles coraniques, que ce soit ici à Yaoundé, à Douala, à Garoua, à Ngaoundéré. Qu'Allah exalté soit-il vous récompense pour vos multiples actions. Mesdames, Messieurs, nous avons avec nous donc un homme du domaine, un pédagogue,
mais aussi un frère qui fait beaucoup d'efforts dans les domaines islamiques. Nous allons, Inch'Allah, profiter de ces multiples casquettes. Dans un premier temps, je voudrais déjà vous demander, docteur, que représente l'examen officiel pour l'apprenant? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, salatu wa salam ala rasulillah ba'd. Cher frère Koiranga, c'est un plaisir pour moi de pouvoir participer, je pense que pour la première fois à l'émission Vitrine de l'Islam que je suis régulièrement chaque vendredi. Et nous osons croire qu'à travers cette thématique et ces rencontres-là, on pourra bien apporter quelques éléments de réponse qui pourront aider les candidats et les parents et toute la communauté éducative afin que ces examens se passent bien. Alors pour l'apprenant, je pense que les examens sont un moment fatidique, un moment très important parce que vous l'avez souligné en entame de cette émission que après avoir passé environ 9 mois d'études dans les salles de classe, à noter des cours, à réviser, à poser des questions, à faire des évaluations formatives et sommatives qui se font en cours d'année. Et il est maintenant face à face à son destin par rapport à l'examen, au diplôme qu'il convoite. Et donc c'est un moment à la fois, disons, heureux, mais aussi très inquiet parce qu'il se voit la possibilité d'obtenir un diplôme et d'augmenter son palmarès scolaire, mais inquiet parce qu'il a déjà le souci, est-ce qu'il réussira, est-ce qu'il ne réussira pas, est-ce que ça sera abordable comme les épreuves en salle de classe, ou bien il y aura des difficultés auxquelles il va se confronter, et ce qui devient qu'il a à la fois de l'espoir, et puis là aussi de la crainte, un peu comme le croyant, comme le disent souvent nos savants, on est face à une épreuve et on est deux fois perdu, un peu dispersé. Mais il faudrait que l'apprenant se rassure parce que 9 mois d'études suivis et bien respectés avec la discipline, avec une bonne organisation, les examens devaient être pour lui comme les évaluations en salle de classe. Donc c'est un moment fatidique et on espère qu'il a le niveau de pouvoir le passer sereinement. Monsieur l'inspecteur, vous cherchez à dire à nos candidats qu'ils ne doivent pas avoir peur? Absolument, le candidat ne doit pas avoir peur en fait. S'il a passé une année comme il se doit, s'il a respecté les règles du jeu d'un établissement, des études, des apprentissages, il n'a pas à avoir peur. L'examen, comme je le dis souvent aux enseignants, aux élèves, c'est comme une journée quotidienne qu'on vit. C'est comme une journée quotidienne qu'on vit. Donc la seule différence, c'est qu'on est appelé à être plus concentré et à répondre aux questions en fonction des savoirs acquis pendant les 9 mois ou les 8 mois d'études de l'année scolaire. Docteur Souleymane Abba, comment donc se préparer d'une manière générale dans le cadre des examens officiels? Les préparatifs aux examens officiels se situent à plusieurs niveaux. Premièrement, je pense que dès que l'apprenant est admis en classe d'examen, la moindre des choses, c'est que sur le plan psychologique, il sache qu'au bout d'une année scolaire, à la fin de cette année-là, en classe d'examen, il va affronter un examen. C'est qu'il se le met psychologiquement. Et donc, il est appelé à long terme de pouvoir organiser déjà son emploi de temps de l'année scolaire. Déjà, en organisant cet emploi du temps, il va tenir compte de toutes les activités qu'il est censé mener pendant cette année scolaire-là, en dehors des activités de classe. C'est-à-dire qu'il va se rendre à l'école, il va prendre les cours, il va rentrer tard, et à la maison, il aura quelques activités de la maison qu'il va faire, qu'il prenne donc compte de toutes ces activités-là. Et il doit avoir un emploi de temps, comme je le disais. Et cet emploi de temps, il doit le faire avec l'appui des conseillers d'orientation. Ils sont là pour les accompagner par rapport à leurs études, par rapport à leurs apprentissages. Ça, c'est ce que j'appelle un préparatif à long terme. Et il devait aussi se rassurer que le nécessaire pour mener une année scolaire en bonne et due forme, il l'a déjà acquis. Qu'est-ce que j'entends par nécessaire? C'est de s'inscrire normalement dans une école, dans un lycée, dans un collège ou dans une école primaire. C'est de payer les frais d'inscription afin de n'être pas le plus tôt possible, afin de ne pas être surpris par les délais. Et maintenant, au-delà des délais, vous êtes appelé de payer ce qu'on appelle une pénalité. Et là, ça touche psychologiquement l'apprenant. Donc, qu'il se rassure qu'il a tous ces éléments-là. Et d'un autre côté, qu'il se rassure aussi qu'il a tous les documents nécessaires pour faire l'école.
Parce qu'un apprentissage nécessite, par exemple, un manuel scolaire qu'il doit avoir, nécessite des cahiers qu'il doit avoir pour bien prendre les notes, et puis nécessite par exemple le respect du règlement intérieur. Le règlement intérieur, c'est quoi? C'est avoir une tenue, c'est se rendre à l'école à l'heure, c'est respecter les enseignants, avoir sa pause de récréation, etc. Donc tout cet ensemble d'éléments-là sont des préparatifs lointains. Maintenant, à l'approche de l'examen, l'enfant doit avoir un autre rythme de travail. Et ça permet à ce qu'il soit définitivement prêt pour affronter les examens. Avant de parler des prédispositions à quelques jours des examens officiels, Dr Souleymane Abba, à vous écouter, l'enfant doit tout simplement être correct dès le début de l'année. Absolument. Autant que faire possible, l'enfant doit être correct dès le début de l'année. Parce que je pense que quand on parle des examens, on essaie de comparer cela à une course de fond. Si vous ratez le départ, je pense que les autres candidats seront déjà avancés. Mais si vous réussissez le départ, là au moins vous serez à la même ligne que les candidats et vous pourrez arriver à au même moment que les candidats. Donc dès le départ, vraiment, l'élève, l'apprenant doit être correct. Et les parents doivent accompagner cet apprenant par rapport à l'année scolaire. Quand vous parlez des parents, docteur, vous faites allusion à quoi? Au matériel ou bien à un autre type d'accompagnement? En indexant les parents, je fais appel ici à plusieurs accompagnements. Déjà, l'accompagnement matériel, l'accompagnement financier, il est déjà un acquis. Parce que tout parent qui est soucieux de l'éducation de l'enfant, l'inscrit, choisit, je pense, le meilleur établissement, paye les inscriptions, paye les fournitures scolaires, la tenue, tout cela. Mais il y a un accompagnement psychologique qui doit être fait par les parents. Autrement dit, mettre l'enfant dans un état psychologique de réussite pour que l'enfant ne se sente pas à chaque fois un peu frustré par, disons, certaines recommandations ou certaines activités qui lui sont par exemple imposées alors qu'il a un emploi de temps. Supposons par exemple qu'un enfant a un emploi de temps, il est en classe d'examen, mais à chaque fois, il n'a pas le temps de pouvoir faire ses petites révisions, ses petits exercices parce que on l'accule d'activité à la maison. Donc il faudrait aussi cet accompagnement psychologique. Ou bien parce que à chaque fois, vous savez, nous les parents, il y a des fois les enfants nous poussent à bout. Et quand ils nous poussent à bout, des fois c'est les mots qui ne sont pas corrects qu'on adresse à l'enfant. Et là, l'enfant psychologiquement, il encaisse. Il ne vous dit rien, mais il encaisse. Et là, c'est déjà un problème. Quand l'enfant est psychologiquement instable, rassurez-vous que pour la réussite des examens, c'est déjà, déjà hypothéqué. Donc il faudrait que sur le plan psychologique, il ait cet accompagnement pour pouvoir affronter son examen sereinement. Merci Dr Souleymane Abba pour ces éléments. Tout à l'heure, vous avez évoqué une préparation lointaine. Il y a aussi une préparation à quelques jours de l'examen. Comment le candidat doit-il se comporter à la veille des examens ou alors à quelques jours? La préparation immédiate suppose qu'il nous reste environ un mois. Je pense que dans notre organisation scolaire, on a 3 trimestres et la plupart des cas, c'est que presque tous les programmes sont bouclés à 2 trimestres. Il reste un 3e trimestre qui est un trimestre décisif parce qu'il faudrait que l'apprenant puisse faire le point sur ses études. Et c'est ce que j'appelle les préparatifs immédiats aux examens. Donc au 3e trimestre, de concert avec les enseignants, de concert avec les camarades, il doit pouvoir faire le point sur les connaissances qu'il a apprises pendant les autres trimestres. Et faire ce point-là suppose qu'il faut une évaluation en bonne et due forme. C'est-à-dire qu'il prend, par exemple, les anciennes épreuves de toutes les disciplines, qu'il les traite dans les conditions d'examen. Si, par exemple, le français, c'est 4 de temps, qu'il trouve un temps où il va traiter une épreuve de français en 4 de temps. Si l'arabe, c'est 3 heures, qu'il trouve un temps où il va traiter l'épreuve d'arabe en 3 heures de temps. Et dès qu'il finit, qu'il le traite en bonne et due forme, avec une copie, avec une feuille bien et propre, dès qu'il achève cela, il transmet cela à qui de droit, c'est-à-dire son enseignant qui peut bien vouloir corriger et lui faire des observations par rapport à des manquements qu'il a. Ça, c'est la préparation, l'une des préparations immédiates. En dehors de ça, il y a le nécessaire pour pouvoir avoir accès au centre d'examen. C'est-à-dire
sa carte scolaire doit être prête, et son récépissé doit également être prêt. Les outils pour aller pouvoir composer, le stylo, les règles, tout ça, ça ce sont des éléments qu'il doit pouvoir les préparer dans l'immédiat et les classer. Prévoir également, penser également au déplacement. Vous savez qu'avec les grandes villes comme Douala et Yaoundé, on peut avoir un centre d'examen qui est distant, loin de chez nous. Donc pensez également à ce volet-là pour le déplacement. Pensez également à son petit goûter qu'on doit prendre pendant la journée parce qu'on va passer une journée. Vous savez que les examens commencent, en fait, l'épreuve proprement commence à 8 h la journée et elle se termine aux environs de 16 h, 17 h. Donc, pensez à son petit goûter. Donc, prévoir tous ces éléments-là qui font partie des éléments immédiats de la préparation pour affronter l'examen. Depuis le début de cette émission, nous avons beaucoup plus écouté l'inspecteur pédagogique national des langues arabes. Je voudrais à présent demander aux musulmans que vous êtes à l'inspecteur pédagogique national mais musulman. Les apprenants musulmans qui nous écoutent à l'heure actuelle, est-ce qu'il y a un plus dans le cas des préparatifs qu'ils doivent faire? Les parents qui nous suivent, qui sont des musulmans, est-ce qu'il y a un accompagnement particulier, un accompagnement spirituel qu'ils doivent effectivement faire pour les enfants? Merci pour cette question importante parce que en réalité l'élève musulman se distingue par d'abord son comportement. Vous savez qu'en matière de recherche de connaissances, l'islam a prévu des règles et une éthique bien précise pour la recherche de la connaissance. Donc les éléments islamiques qui peuvent s'ajouter à la préparation aux examens, c'est que l'élève musulman doit être assidu, ponctuel et respectueux de ses enseignants. Pourquoi je le dis? Parce qu'on constate déjà qu'avec un certain phénomène de manque de respect aux enseignants, aux responsables dans les établissements scolaires. Or, ça ne devait pas venir du musulman. Et tant qu'il bafoue ce volet de bon comportement dans la recherche de la connaissance, là, je pense que même selon les textes, son savoir et sa compétence qu'il va acquérir n'aura pas de bénédiction. Ça, c'est de deux. L'élève musulman doit avoir foi en son Seigneur pour affronter son examen. Et là, cette foi-là va le porter à pouvoir multiplier les invocations autant que faire possible. Parce que le musulman, l'une des armes qu'il a, comme le dit le prophète, c'est que l'arme absolue du musulman, c'est l'invocation, c'est la prière. Tant qu'il ne priera pas, il pourra bien avoir tout ce qu'il veut de ce monde-là, mais il n'aura pas la bénédiction divine. Donc il faut tellement d'invocations et de prières pour pouvoir maximiser la chance de réussir de son côté. Autre élément islamique à ajouter, c'est que je dis toujours aux élèves musulmans, l'une des portes qui vous ouvre l'accès ou bien la réussite des examens, c'est le respect des parents. C'est le respect des parents. Parce que tel que les textes islamiques l'ont dit, les prières et les invocations des parents sont exécutées auprès d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Or, l'élève musulman qui le sait doit tout faire pour être obéissant, doit tout faire pour être bienfaisant envers ses parents, non seulement pendant l'année où il est en classe d'examen, mais pendant toute sa vie. Donc, à plus forte raison, pendant une année où il va affronter un examen en fin d'année. Nous avions un camarade qui nous disait chaque fois que quand il sortait de la maison, il allait dire au revoir à sa maman. Et sa maman lui disait, mon fils, qu'Allah te bénisse, qu'Allah te couvre de sa bénédiction. Et il partait. Quand il sortait, il n'était pas un peu rassuré. Il revenait une deuxième fois dire au revoir et la maman disait qu'Allah te couvre de bénédiction. Il fait la deuxième fois, il revient encore une troisième fois. Cela veut dire qu'il avait compris effectivement que la maman, les prières des parents étaient importantes. Et donc, les élèves musulmans devaient maximiser ce volet-là, surtout par rapport aux parents, en plus des prières, en plus du bon comportement qu'il doit avoir en tant qu'apprenant et chercheur de la connaissance. Jazakumullahu khairan, docteur, qu'Allah vous récompense de la plus belle des manières. Mesdames, Messieurs, nous allons marquer une pause. Nous reviendrons juste après. Retour sur ce plateau de votre émission Vitrine de l'Islam. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous sommes à Yaoundé. Nous sommes dans la cour de l'Institut Ali Imran de Yaoundé.
un institut qui comporte une école primaire et maternelle bilingue islamique, un centre de mémorisation du Coran al-Karim, un centre d'apprentissage de la langue arabe, mais aussi une madrasa. Nous sommes aujourd'hui avec Dr Souleymane Abba, qui est inspecteur pédagogique national de langue arabe. Il est aussi consultant dans plusieurs écoles, notamment la madrasa Salsabil, la madrasa Ali Imran, c'est-à-dire l'institut Ali Imran où nous produisons cette émission, la Chatibia. Il est aussi un consultant pédagogique auprès des écoles coraniques. Docteur Souleymane Abba, nous parlons avec vous du thème comment affronter les examens officiels. Nous restons donc dans l'actualité pour accompagner nos futurs candidats aux examens du CEP, du BEPC, du probatoire et du baccalauréat. Vous êtes revenu sur les préparatifs à long terme et même les préparatifs à quelques jours. Je voudrais maintenant que nous puissions affronter les jours de l'examen, mais avant, à la veille de l'examen, est-ce qu'il y a des prédispositions spécifiques qu'un candidat doit prendre? La veille des examens, elle est importante parce que c'est à ce moment où les candidats doivent avoir un état d'esprit serein. Un état d'esprit serein afin de ne pas pouvoir se retrouver à l'examen un peu de façon, disons, dispersée. On a eu des cas comme quoi les enfants se bousculaient pour faire les dernières révisions la veille. Et il y en a qui dormaient tard. Il y a eu un candidat comme ça qui a dormi tard et le matin il est arrivé après 8h30. Et là son examen était déjà. Il y en a qui sont réveillés jusqu'à 11h. Ça, on a connu des cas. Je vous dis, il y a des cas qui se sont faits réellement parce que nous intervenons dans les examens en tant que chargé de mission ou président de jury et nous voyons ces cas-là. Donc, normalement, la veille des examens, l'apprenant doit pouvoir rassembler tout le matériel nécessaire dont nous avons parlé un peu bien avant. C'est-à-dire son sac, son stylo, le nécessaire. Et sa tenue aussi devait être déjà prête, prête pour le lendemain. Donc, il a tous ces éléments-là. Et maintenant, il doit aussi dormir tôt, doit aller se coucher tôt. On est sans ignorer que les recherches ont démontré que le sommeil tôt est un sommeil réparateur, est un sommeil reposant. Et comme l'apprenant a eu à faire tellement d'activités intellectuelles, je pense même que le sommeil devait s'imposer bien avant la veille des examens, la veille du jour de l'examen. Donc, il devait avoir un sommeil régulier, reposant, et surtout la veille de l'examen, il devait donc dormir tôt. Je pense qu'au plus tard à 21h30, il doit être au lit. Au plus tard à 21h30, ça c'est le maximum, pour pouvoir se réveiller un peu dans la nuit pour faire quelques petites invocations et afin de se préparer pour la journée. Des astuces pour pouvoir effectivement bien affronter les examens. Vous avez parlé des askars, vous avez parlé des invocations. De quelle invocation faites-vous allusion, docteur Souleymane Abba? Voilà, l'apprenant musulman se distingue justement parce qu'il est permanemment connecté avec son Seigneur Allah Tabaraka wa Ta'ala. Il y a les invocations qu'on fait le matin et le soir. Ces invocations sont importantes parce que dans ces invocations, il y a une invocation pertinente qui permet à ce que Allah puisse donner à l'apprenant le savoir nécessaire pour affronter les examens. Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui dit le matin et le soir cette invocation-là, Allah lui garantit ce qu'il a demandé. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Oh Allah, je te demande un savoir utile et une richesse bénie et puis une œuvre acceptée. Vous voyez que l'apprenant qui se rend donc à l'examen et qui va composer, qui va donner des réponses, si Allah ne lui facilite pas un savoir utile, il pourra avoir tout le savoir qu'il veut, mais la réponse à la question, il ne l'aura pas. Or, en lisant cette invocation le matin, je pense qu'en allant à l'école et qu'il le fait pendant l'année, il aura le savoir utile. Autre invocation possible, c'est que quand il va sortir de la maison, par exemple, ça c'est un autre azkar qui est important, il a la doigt de sortir de la maison. Où vous allez dire Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, Allahumma inni a'udhu bika an adilla ou dalla. Ouais, et jusqu'à la fin de l'invocation. L'important c'est cette expression-là. Oh Allah, je te demande de me protéger contre l'égarement, que je serai peut-être victime, ou bien que je puisse égarer quelqu'un. Donc tout ça là, c'est des éléments qui viennent dans la part de la sunna du prophète qui nous enseigne cela afin qu'on puisse avoir autant
d'actes bénéfiques, autant tirer profit de notre vie. Donc, moi, je pense que ces invocations sont formellement importantes. Et il y a aussi d'autres évocations qui sont nombreuses, qu'on pourra peut-être à l'occasion revenir là-dessus. Nous avons parlé de la veille. On va maintenant aller directement les jours de l'examen. Les matins de l'examen, Dr Souleymane Abba, qu'est-ce qui est recommandé comme comportement de l'apprenant, du candidat en question? Les candidats au matin du premier jour de l'examen, déjà je reviens un peu pour la veille parce que peut-être 2 ou 3 jours avant ou bien 2 jours avant le jour J de l'examen, les candidats doivent également aussi se rendre au centre d'examen pour pouvoir identifier sa salle de classe dans laquelle il va composer et le numéro de table où il va s'asseoir. Parce que ce n'est pas le jour où il va aller pour composer qu'il va prendre le temps encore de chercher sa salle pour encore savoir même le numéro de table sur laquelle il va composer. Il va perdre du temps pour rien. Donc c'est mieux de le faire 2 jours avant ou la veille même de l'examen. Ça c'est fondamental. Donc le jour J, il se réveille un peu, il doit se réveiller tôt. D'ailleurs pour l'élève musulman, il se réveille tôt pour aller prier la prière de Fajr en groupe. Et c'est fondamental parce que le prophète dit, celui qui va prier la prière de Fajr à l'aube, en groupe, à la mosquée, il est sous la protection d'Allah. Donc si vous êtes déjà sous la protection d'Allah, je pense que pour les examens, c'est déjà un acquis. Et c'est ce que nous cherchons dans toute notre vie, avoir la protection d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Donc après cette prière-là, il revient à la maison, serein. Moi, je pense qu'il faudrait qu'il prenne aussi cette journée-là comme une journée ordinaire. Donc ce qu'il avait l'habitude de faire, comme par exemple lire quelques passages du Coran, il doit le faire. Il doit également, comment dirais-je, s'il avait ses parents, qu'il ne manque pas d'aller vers ses parents pour le petit bonjour du matin et pour leur rappeler qu'il est en train de se préparer pour aller aux examens. Est-ce qu'il peut aussi lire quelques petits cours? Est-ce qu'il peut faire une petite révision? Faire des petites révisions le jour J, le matin, je pense que ce n'est pas indiqué. Ce n'est vraiment pas indiqué. C'est peut-être plus s'embrouiller que pouvoir avoir l'état serein d'aller affronter l'examen. Non. Non, je pense que je l'ai dit tantôt, les examens à l'approche, je pense qu'à 1 semaine de l'examen, l'apprenant doit pouvoir réorganiser son temps afin d'avoir plus de temps de repos. Le cerveau a une façon de fonctionner. Quand vous lui donnez de quoi conserver les savoirs, il a besoin aussi de repos. Il a besoin de temps de conservation. Si vous voulez donc réviser le matin, je pense que ce n'est pas indiqué. Ils vont vous dire, les enfants vont dire que c'est le dernier coup de hache qui abat l'arbre, alors que c'est faux. L'arbre peut être abattu bien avant et puis donc c'est pas indiqué de réviser le petit matin. Donc au matin, quand il va finir de voir ses parents, je pense qu'il a pris aussi son petit déjeuner, un petit déjeuner copieux, et il a pris tout le nécessaire dont on avait parlé. Il doit maintenant sortir de la maison, et quand il sort de la maison, qu'il n'oublie pas l'invocation de sortie de la maison pour le musulman. Bismillah tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Et sur le chemin donc, se rendant au centre d'examen, le musulman doit pouvoir être serein et continuer avec les azkars. Qu'il peut dire Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, ou bien la hawla wa la quwwata illa billah. Il peut dire Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad. Ce sont les invocations qui peuvent l'aider, qui peuvent le renforcer. Et s'il est en compagnie des gens, ça ne veut pas dire qu'il s'isole et marche seul. Non, il est avec eux. Il discute de temps en temps et puis de temps en temps il fait son askar jusqu'à ce qu'il arrive au centre d'examen. Nous sommes déjà au jour de l'examen. Supposons que le candidat est face aux épreuves. Comment est-ce qu'il doit affronter les différentes épreuves d'une manière générale, Dr Souleymane Abba? Face à une épreuve, le candidat doit pouvoir avoir une bonne organisation de son temps parce que il est écrit sur l'épreuve la durée de l'épreuve. Mais avant cela, je pense que quand il arrive au centre des examens, qu'il fasse tout son possible pour ne pas être suspect. Qu'est-ce que je dis suspect? Parce que vous allez voir que c'est des enfants qui ont des comportements un peu, déviants. Pas déviants sur le plan moral, mais des comportements qui laissent à désirer. Vous allez dans un centre d'examen, respectez donc les règles du centre d'examen. Allez là où vous devez aller, n'allez pas là où il ne faut pas aller.
et puis respecter également les personnes qui sont en train de travailler pour ces examens-là. Donc vous avez en face de vous, par exemple, dans votre salle, vous avez un surveillant de salle qui va vous accueillir, qui va contrôler votre identité. Et là, il faut donc se rassurer que c'est bien vous et c'est votre classe. Donc, quand il va vous contrôler, respectez-le. Quand il va vous asseoir, vous allez vous asseoir là, il faut s'asseoir. Donc, vous êtes assis maintenant, vous attendez les épreuves. En attendant que les épreuves viennent, ce n'est pas le moment de bavarder en salle de classe. Ce n'est pas le moment de faire du désordre pour qu'on vous remarque négativement. Soyez serein du début de l'examen jusqu'à la fin. L'épreuve arrive maintenant. On vous tend l'épreuve. Et quand on vous tend l'épreuve, généralement on vous demande de recouvrir l'épreuve, d'attendre qu'on sonne. Parce que ce n'est pas au moment qu'on vous tend l'épreuve, immédiatement commencer à lire l'épreuve. Non, vous attendez qu'on sonne. Et dès qu'on sonne, la première des choses pour faire une épreuve, c'est de la lire entièrement, du début jusqu'à la fin. Lire et relire au moins 2 à 3 fois. Et en lisant, vous avez votre brouillon à côté. Vous pouvez donc cocher l'exercice qui vous semble le plus facile. Vous commencez par cela. Et dès que vous commencez par cela, vous poursuivez par l'exercice qui vous semble un peu le plus difficile et vous évoluez jusqu'à la fin. Il faut toujours réserver à la fin une dizaine de minutes ou 5 minutes pour pouvoir reparcourir votre copie où vous avez donné les corrections. Je pense qu'à ce niveau-là, ayant déjà stimulé la réponse ou bien une épreuve bien avant, pendant les préparatifs lointains, l'enfant pourra donc bien organiser son temps face à n'importe quelle épreuve. Il n'aura pas à avoir peur. Mais celui qui n'a jamais essayé de traiter une épreuve avant les examens, il aura toutes les difficultés de gérer son temps. Il faut donc savoir gérer son temps d'une épreuve pendant un examen. On va donc passer à la pratique. Je rappelle que vous êtes inspecteur pédagogique national des langues arabes. Prenons l'exemple de votre matière, la langue arabe. Quel conseil donneriez-vous aux futurs candidats du probatoire du baccalauréat qui vont donc composer la langue arabe? Le seul conseil, le conseil qu'on donne généralement à tous les élèves, à tous les apprenants, c'est qu'une épreuve est toujours au niveau de l'élève moyen. C'est-à-dire l'élève qui a fait sa scolarité normalement, qui a suivi les cours normalement, qui a fait les évaluations normalement et qui a régulièrement révisé ses leçons. L'épreuve qui lui sera présentée ne sera jamais une épreuve qui sera difficile pour lui. Donc, ça, c'est la première des choses. La deuxième, en ce qui concerne les épreuves d'arabe, c'est qu'ils doivent comprendre que toutes les épreuves, y compris l'épreuve d'arabe, a 2 grandes parties. Il y a ce qu'on appelle l'évaluation des ressources et l'évaluation des compétences. L'évaluation des ressources, c'est l'évaluation des connaissances de la langue elle-même, c'est-à-dire la grammaire, le vocabulaire, l'analyse de la grammaire pour les élèves de la première et de la terminale, et la conjugaison pour les élèves du BPC. Donc ce sont ces éléments-là, et puis le vocabulaire. Ce sont ces éléments qui constituent l'évaluation des ressources, des connaissances en général de la langue. Et il y a la deuxième partie qui est l'évaluation des compétences. Et les compétences sont à 3 niveaux. Il y a la compétence de la lecture, savoir lire un texte et répondre aux questions. Et pour cet élément-là, le texte qui est donné généralement est un texte qui est proche de la réalité de l'apprenant. C'est-à-dire ça tourne autour de ses activités en tant qu'enfant, en tant qu'élève. Donc, il va répondre aux questions après avoir lu le texte. Et ça, c'est une compétence. Deuxième compétence, c'est la traduction. Il doit pouvoir être capable de traduire un texte ou bien des phrases de l'arabe vers le français. Ça, c'est au BPC uniquement. Et au probatoire et au bac, c'est vice-versa. Il y aura un texte de l'arabe vers le français, un texte du français vers l'arabe. Pour le probatoire, c'est des phrases, mais pour le bac, c'est un paragraphe. Et ensuite, comme autre compétence, c'est la rédaction, l'expression écrite. Et dans cette expression écrite-là, il y a 2 types d'exercices. Il y a un exercice où il va juste ranger les mots pour former des phrases, et un autre exercice pour ranger des phrases pour former un paragraphe. Et le deuxième exercice est un exercice d'expression libre, c'est-à-dire qu'on fait appel maintenant à la créativité de l'apprenant pour pouvoir donc parler d'un sujet précis. Et je le rappelle, les sujets ne sortent jamais des domaines de vie sur lesquels reposent tous les programmes d'études. Donc voilà, de façon ramassée, et qu'ils sachent que ces épreuves sont vraiment abordables, qu'ils peuvent réussir à les traiter sereinement, sans grande difficulté. En plus que pour la traduction, ils ont droit à l'utilisation du dictionnaire. Ça, c'est pour l'arabe uniquement. Le dictionnaire est autorisé pour les élèves qui font le bac et le probatoire pour l'arabe.
les épreuves sont en général abordables, mais il arrive parfois que ces épreuves soient difficiles pour les candidats, ou même il peut y avoir l'oubli. Quel comportement adopter dans ces cas, Dr Souleymane Abba? Voilà, c'est vrai que pendant le traitement d'une épreuve, l'élève peut se confronter à une difficulté qui peut être d'ordre de la question elle-même, soit d'ordre psychologique, dans l'oubli. Je pense que pour l'oubli, la seule chose qu'il faut faire, bon, l'un des éléments qu'il faut faire, c'est de pouvoir se calmer, ne pas se stresser, ne pas s'enflammer, laisser la question, l'oubli là de côté, passer à une autre question. Et même la question difficile, il faut également le faire. Si elle est tellement difficile, vous êtes battu pour pouvoir trouver la réponse ou bien la traiter et que ça vous dépasse, vous laissez la question, vous allez à une autre question, vous évoluez avec l'épreuve, le temps pour vous de revenir et peut-être après cela, l'inspiration va revenir et la réponse sera là. Pour le candidat qui est musulman, il doit faire appui et faire appel à des invocations. Faire appel à des invocations pour pouvoir lui rappeler. Je pense que dans un verset du Coran, Allah Tabaraka wa Ta'ala dit « Wadhkur rabbaka idha nasita ». Donc, rappelle-toi de ton Seigneur lorsque tu oublies. Donc, subhanallah, mais en silence, hein, pas de façon à haute voix perturber les autres candidats. Non. Subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa quwwata illa billah. Toutes ces invocations sont de nature à pouvoir le regarder et puis Allah tabaraka à pouvoir le venir en secours et l'aider. Et il y a également as-salatu ala nabi. Ça aussi également parce que le prophète avait dit à un compagnon, si tu réservais toute ton invocation, toutes tes invocations, tu ne faisais que des invocations en ma faveur, la salat ala nabi, ça te suffira pour tes soucis et tes anxiétés. Donc, autrement dit, lors d'un examen, on est dans un souci. Je pense qu'on peut le faire simplement. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Et là, Allah, dans sa sagesse, pourra donc apporter un secours au candidat pendant cette difficulté-là. Dans cette série d'invocations disponibles, Allahumma la sala illa ma jaltahu sala, et jusqu'à la fin de cette invocation, qu'on peut retrouver dans les petits livres La Citadelle du Musulman. Merci, monsieur l'inspecteur. Alors, en cas de stress, quel comportement adopter aussi? Parce qu'il y a des enfants qui sont stressés le jour de l'examen. Pour le stress, c'est pour ça que je disais tantôt, l'appui des parents est fondamental. L'appui des parents est fondamental et ils doivent accompagner les enfants pendant cette période d'examen-là. Ils doivent pouvoir discuter avec eux. Les enfants qui stressent sont généralement des enfants qui sont perfectionnistes, c'est-à-dire qu'ils veulent absolument et à tout prix réussir et surtout réussir avec brio à l'examen. Donc il faudra les accompagner et surtout les rassurer que c'est vraiment une période de la vie et qu'ils ne doivent pas se stresser parce que le stress est dans le négatif. Il faut dialoguer avec ces enfants-là, il faut communiquer avec eux pour essayer de les rassurer, les montrer que non, l'attitude dans laquelle ils se mettent là, ça empire plutôt la situation au lieu que ça essaie de les rassurer. Autre élément qu'on pourrait ajouter par rapport au stress, c'est de pouvoir trouver une bonne compagnie. Parce qu'il y a des fois, la compagnie peut aussi augmenter le stress. Vous êtes avec des camarades, vous avez composé, et au moment où vous sortez, ils se mettent à commenter. Quand ils font des commentaires, chacun dit par exemple la réponse. Si 3-4 disent qu'ils ont donné la même réponse à telle question et que vous n'avez pas dit la réponse, ça augmente déjà votre stress. Il faut donc aussi avoir la bonne compagnie et éviter de parler des épreuves au fur et à mesure que les épreuves se passent. Parce que c'est de nature à ne pas vous permettre à garder votre sérénité pour la suite. Donc évitez autant que faire possible de discuter des épreuves. Celle qui s'est passée, vous restez sur l'aspect des prières, des invocations, vous dialoguez d'autres choses, vous oubliez carrément ce qui s'est passé, vous concentrez sur ce qui vient. Donc le stress n'est pas bon, il faut l'éviter et il faut, comme je l'ai dit, toujours être dans les askars. Ça permet de baisser un peu le niveau de stress. Wallahu alam, toujours rester dans les askars, toujours rester en connexion verticale avec Allah, exalté soit-il dans sa vie et en particulier pendant les moments des examens. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous allons marquer une autre pause. Nous allons vous rejoindre chez vous, autour de vous, au cœur de la société. Comment affronter les examens officiels? C'est le thème de l'entretien que nous menons avec notre invité,
Dr Suleiman Abba, inspecteur pédagogique national des langues arabes, consultant dans plusieurs écoles ici à Yaoundé et même hors. Dr Suleiman Abba, nous sommes donc en train de donner des conseils aux futurs candidats, à ceux-là qui vont composer les CEP, les BPC, les probatoires et les baccalauréats et même d'autres examens. Ces conseils-là peuvent toujours les accompagner. Nous avons parlé du comportement à adopter avant l'examen, pendant l'examen. Maintenant, je voudrais qu'on aborde la fin des examens. Quelle est la conduite du candidat lorsque les examens sont achevés? Après avoir passé une semaine, 10 jours d'examen, le candidat doit continuer à garder sa sérénité. Ce n'est pas le moment de relâcher prise. Parce qu'il y a le dernier, comment vous appelez ça, il y a la fin qui arrive et ce sont les résultats. Et en attendant ces résultats-là, il y a beaucoup d'activités qui vont se mener après la phase écrite des examens. Et ces activités-là, ce sont entre autres quoi, le dispatching des copies pour la correction, parmi lesquelles donc, il y a la correction également, il y a les délibérations pour les résultats. Donc le candidat ne doit pas se sentir déconnecté de ces deux activités-là, parce que sa vie en dépend et son résultat en dépend également. Il doit donc poursuivre avec sa sérénité et comme je l'ai dit, il doit continuer avec ses prières parce que lors de la correction, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut se passer et pour éviter les désagréments de certaines situations, peut-être, ou bien certains états d'âme, certaines situations psychologiques, il doit continuer avec les invocations afin que toutes les phases de l'examen se déroulent normalement et que le résultat à la fin, avant les délibérations, avant les résultats, que les délibérations se passent bien et que les résultats soient en sa faveur. Donc il doit continuer dans ce sens et il doit également continuer avec le bon comportement du musulman. J'ai insisté sur le respect des parents, l'obéissance des parents et je dis que l'élève musulman vraiment, pas seulement les parents, quand on parle de parents, il y a les aînés également qui entrent dans ça. Donc le bon comportement, le bon voisinage, avoir des bons rapports avec les autres, sourire aux autres, dans la mesure du possible, il peut aussi faire des bons actes, poser des bons actes comme par exemple la sadaka, pour que Allah puisse lui venir en aide pour un bon résultat. Donc la fin d'une phase d'examen ne signifie pas la fin de l'examen. L'examen se termine après la proclamation des résultats. Justement, avant de clôturer cette émission, je m'en voudrais de ne pas vous demander comment est-ce que les candidats doivent accueillir les résultats. Nous remarquons souvent des débordements en cas d'échec. La proclamation des résultats est également un moment très délicat dans la vie du candidat parce que généralement il s'attend à une réussite, mais il n'est pas exclu qu'il y ait également un échec. Je voudrais un peu rassurer les candidats ici que si réellement vous avez respecté toutes les procédures d'un bon élève dès le début de l'année, je pense qu'à la fin vous ne serez pas stressé parce que vous êtes sûr et certain que vous attendez un résultat. Et là, si le travail est bien fait, à l'aide des carnets scolaires des élèves, avec les délibérations qui vont se passer dans les bonnes conditions, je pense que le résultat sera bien. Maintenant, en cas d'admission à un examen, vraiment la première des choses pour le candidat musulman, c'est de remercier Allah Tabaraka wa Ta'ala. D'ailleurs, même pour tous les candidats, c'est de remercier Allah Tabaraka wa Ta'ala. Parce que c'est lui qui a permis à ce que cet examen puisse réussir en bonne et due forme. Il peut naturellement remercier Allah à travers des gestes. Lorsque Allah te donne une chose, un bienfait, comme par exemple un diplôme que tu viens de l'acquérir, tu peux en parler, tu peux annoncer sur la bonne nouvelle aux gens et ils peuvent donc t'aider avec les invocations, bénédictions et tout ça là pour cet examen-là, pour ce diplôme-là. Maintenant, l'autre côté qui est le moins espéré de tous les candidats, c'est l'échec. Mais il faudrait comprendre que dans la vie, l'échec peut être considéré comme une réussite. Je prends le cas d'un candidat qui avait une fois échoué. Il était le seul à échouer à un examen de baccalauréat. Et tout le monde a réussi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Curieusement pour lui, pourquoi est-ce qu'il a échoué? Il affirmait que parce que toute la classe avait eu ce que vous appelez l'eau. Ils avaient eu des preuves. Avant, ils avaient l'eau traité, ils avaient tout. Et lui, il a refusé de prendre l'épreuve pour la traiter. Et ça a fait que l'année-là, il a échoué à son examen. Mais, regardez ce qu'Allah a fait. Quand il vous enlève quelque chose, il vous donne ce qu'il y a de meilleur.
L'année qui suivait, le candidat a recommencé le bac et il a réussi le bac avec mention. Et non cela, il dépose maintenant ses dossiers pour faire les concours dans les grandes écoles et il réussit aussi bien au concours d'entrée à l'école normale qu'au concours de l'école polytechnique. Et il avait l'embarras du choix. Je pense qu'il avait réussi à 3 concours. Les grands concours que les gens échouaient facilement, lui il a réussi à ça. Et il avait l'embarras du choix pour les 3 concours où est-ce qu'il devait aller. Vous voyez donc, en respectant les règles du jeu et en étant serein. Parce que l'un des éléments qu'il faut rappeler aussi pour le croyant musulman ou l'élève musulman, c'est que la tricherie, elle est vraiment interdite en islam. Quelle que soit la forme de tricherie, elle est interdite, surtout pendant l'épreuve. Donc s'il y a un échec, le croyant musulman doit se remettre à Allah tabaraka wa ta'ala. D'ailleurs, qu'il a un des piliers de l'islam qui dit qu'il faut croire au destin, qu'il soit bien ou mauvais. Donc ce destin qui est l'échec là, qu'il l'accepte de bon gré, qu'il l'accepte avec bon cœur et qu'il s'en remet à Allah et qu'il fasse maintenant un bilan de qu'est-ce qui n'a pas marché pour pouvoir rectifier le tir pour l'année prochaine. Voilà un peu comment les candidats devaient se comporter face à ces résultats-là, qu'ils soient bons ou mauvais. Alhamdulillah, alhamdulillah, nous arrivons à la fin de cette émission. Merci Dr Souleymane Abba d'avoir été de nôtre, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous rappelons que nous sommes déplacés de la ville de Douala pour la ville de Yaoundé à la rencontre de l'inspecteur pédagogique national des langues arabes que vous êtes aussi consultant dans plusieurs écoles, consultant pédagogique, notamment à la Madrasa Salsabil, c'est à Yaoundé, la Chadibiya, Madrasa Ali Imran, où nous réalisons cette émission. Vous êtes aussi consultant dans plusieurs autres écoles, notamment des écoles coraniques, à qui vous donnez un appui pédagogique, que ce soit à Garoua, à Ngaoundéré, qu'Allah soit-il vous récompense. Au-delà d'être un pédagogue, vous êtes aussi un acteur clé dans la promotion de l'islam en général et de l'éducation en particulier. Dr Souleymane Abba, vous êtes un plaque de formation, vous êtes inspecteur national. Il y a de cela quelques mois, vous avez obtenu votre doctorat. Les bienfaits de notre Seigneur, il faut en parler, c'est un bienfait pour notre communauté. Nous profitons de l'occasion pour vous renouveler une fois de plus nos félicitations et rappeler aux multiples téléspectateurs qu'en réalité, les études doivent continuer, la formation doit continuer. Vous étiez donc notre invité. Avec vous, nous avons partagé votre savoir, mais surtout votre savoir-faire, c'est-à-dire votre expérience, car au-delà d'être pédagogue, vous avez passé les différents examens, que ce soit les CEP, que ce soit les BPC, les probatoires, les baccalauréats, la licence, les masters et les doctorats. Un dernier conseil donc à l'endroit de nos téléspectateurs. Merci déjà à Vicine de l'Islam pour cet honneur pour moi de pouvoir partager l'expérience et le savoir que nous avons. Et nous osons croire que cela a été utile et que ça va servir à tous les téléspectateurs. Et merci infiniment pour les félicitations. Je pense que arriver au summum du savoir qui est le doctorat, ce n'est pas chose aisée. C'est vrai que c'est Allah Tabaraka wa Ta'ala qui nous a permis de l'avoir et il nous a donné toutes les conditions et les efforts possibles pour pouvoir arriver à ce niveau-là. Et nous implorons qu'il puisse mettre sa bénédiction pour que nous puissions davantage participer et contribuer à la construction et au développement de notre nation tout entière. Le dernier mot que je dirais par rapport aux examens, c'est que les candidats n'oublient pas que cette vie est faite d'épreuves. Cette vie entièrement, elle est faite d'épreuves. Et les examens qu'ils sont en train de passer ne sont qu'une partie des épreuves. Et donc il faudrait qu'ils s'habituent déjà à cela et déjà qu'ils comprennent également que les examens sont les évaluations qu'ils ont l'habitude de faire pendant l'année scolaire. Donc ce n'est pas nouveau, ce n'est pas extraordinaire, c'est juste les conditions dans lesquelles ça se déroule parce que ils sont appelés à se rassembler avec des autres candidats pour pouvoir composer cet examen. Donc c'est un truc ordinaire, quotidien, ils sont habitués à cela et qu'ils sachent aussi que les exercices qu'ils vont affronter pendant les épreuves sont des exercices qui ont été proposés par leurs enseignants. Donc ce n'est pas un truc nouveau également. Donc qu'ils se rassurent, qu'ils aient sérieusement. La seule chose qu'ils veulent, c'est qu'ils respectent les règles de jeu d'un examen. Avant de commencer une journée d'examen, les surveillants de salle ont l'habitude de lire aux candidats la police des examens. Et la police des examens leur rappelle
l'heure du début d'une épreuve, l'heure du début de la journée, l'heure de la fin de la journée. Il leur rappelle un peu les conditions dans lesquelles ils doivent être pour pouvoir affronter l'examen. Et il faudrait donc qu'ils respectent seulement ces règles-là et tout passera bien. Et nous implorons Allah le Très-Haut de pouvoir faciliter à tous les candidats les différents examens et qu'il couvre les résultats de bénédiction et qu'il les assiste durant toute leur vie. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fik. Barakallahu fik, monsieur l'inspecteur. Merci à vous, très chers téléspectateurs. Merci à Luc Vondo qui s'est occupé de la partie technique de cette émission. Je vous donne rendez-vous, mesdames, mademoiselles, messieurs, vendredi prochain lorsqu'il sera 16h et du Cameroun, ou alors la rediffusion dans le cadre du samedi à 6h30, Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.